Ministre des Finances, c'est la job dont j'ai toujours rêvé. J'ai étudié pour me préparer à ça. J'ai travaillé comme trésorier dans une grande banque pour vivre des expériences, vivre des cycles économiques, faire face à des situations financières tendues. Alors, c'est vraiment un rôle central. Au gouvernement, il y a 3 organismes centraux. Le ministère du Conseil exécutif, qui est le ministère du Premier ministre, le secrétariat du Conseil du Trésor et le ministre des Finances. Ces 3 organismes-là, c'est la ligne de défense du gouvernement. Ces 3 organismes-là s'assurent que les fonds publics sont bien gérés, bien investis. Et c'est donc un rôle transversal. Le ministre des Finances, c'est celui qui accorde les crédits budgétaires annuellement. Et pour faire avancer les choses au gouvernement, ça prend des budgets, ça prend des crédits. Et c'est le rôle du ministre des Finances à chaque année d'octroyer les crédits budgétaires qui vont permettre de réaliser les objectifs d'un gouvernement. Alors, c'est vraiment un rôle central, transversal. Et moi, dans mon expérience de travail, j'étais un spécialiste des taux d'intérêt, de l'économie, du capital, des liquidités d'une banque. Et c'est la première fois que j'ai un rôle aussi central, transversal, impliqué dans tous les aspects du gouvernement. Au ministère des Finances, on fait un effort important pour bien vulgariser les concepts économiques qui peuvent parfois être complexes ou théoriques. Si on prend un document budgétaire, que ce soit la mise à jour ou le budget, le sommaire exécutif, tous les citoyens qui prennent le temps de lire les 25 premières pages de sommaire exécutif du budget vont comprendre la situation économique et financière du Québec. Il y a vraiment un effort de vulgarisation pour que nos documents soient faciles à lire, à comprendre, et ensuite, lorsqu'on les présente, on garde toujours, j'ai toujours en tête l'auditoire. Il y a des gens qui disent que après ma carrière de ministre des Finances, je devrais peut-être enseigner, que je serais un bon professeur de cégep ou d'université, ou peut-être un cours d'économie au secondaire, mais on me dit que j'ai un certain succès à vulgariser des concepts compliqués. Le Québec a longtemps été la province la plus endettée du Canada. Et il y a eu 2 lois importantes au Québec. En 1996, on s'est donné la loi sur l'équilibre budgétaire et en 2006, on s'est donné la loi sur la gestion de la dette et le fonds de génération. Et à partir de ces lois-là, le Québec a amorcé une lente progression visant à améliorer ses finances publiques. Et aujourd'hui, il y a 2 provinces qui sont plus endettées que le Québec. Et récemment, le directeur parlementaire du budget fédéral reconnaissait le Québec comme étant la province qui avait la meilleure situation financière à long terme. On a donc fait des progrès énormes. Et ces progrès-là, c'est les Québécois qui les ont faits. C'est les Québécois, les entreprises québécoises. Une saine gestion des finances publiques, une bonne gestion des finances publiques, c'est un élément essentiel d'un bon gouvernement. Donc, un des piliers du Québec, un des piliers de notre gouvernement, c'est une saine gestion des finances publiques. Et ça permet plusieurs choses. Ça permet d'instaurer un climat de confiance, c'est-à-dire que les entrepreneurs, les travailleurs, les gens qui vivent ici au Québec savent que leur gouvernement prend soin des finances publiques, qu'on s'assure en maintenant une saine gestion des finances publiques, que les impôts n'augmenteront pas. En fait, on veut les baisser, les impôts, que le poids de la dette va diminuer et, puisqu'on gère bien nos finances publiques, les agences de crédit nous accordent une cote de crédit AA. Puis ça, c'est important parce qu'avant le Québec, lorsque nous étions la province la plus endettée, nous avions une cote de crédit simple A. On a travaillé très fort pour obtenir cette cote de crédit. C'est du travail de long terme. En finances publiques, il faut penser long terme. Alors, on a obtenu nos cotes de crédit AA. Maintenant, tout le monde reconnaît la qualité du crédit du Québec. Alors ça permet
de réduire le coût de financement de toutes les entreprises québécoises, de tous les Québécois. Ça inspire un climat de confiance et c'est notre contribution à l'économie du Québec. Une bonne gestion des finances publiques permet d'instaurer un climat de confiance qui favorise les investissements, le travail, des bas coûts d'emprunt. Au niveau des finances publiques, il faut vraiment donner le crédit à ces deux lois parce qu'à partir de 1996, l'équilibre budgétaire est devenu un objectif de tous les gouvernements. Et donc, tous les Québécois y ont contribué avec les impôts, les taxes, les entreprises et on s'est donné des objectifs à long terme. Lorsqu'on parle de l'équilibre budgétaire, s'il arrive une situation imprévue, comme en 2020, on a vécu une pandémie, la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale. On est passé d'une situation de l'équilibre budgétaire à un déficit de 10 milliards. Et là, la loi nous dit, OK, il est arrivé un imprévu, vous avez un déficit de 10 milliards, mais vous avez 5 ans pour revenir à l'équilibre budgétaire. C'est l'obligation de la loi. Et on s'est donné des cibles de dette on s'était donné des cibles de dette sur un horizon 20 ans. On prévoit maintenant qu'en 2026, on va atteindre ces cibles de dette. C'est très important parce qu'en finances publiques, il faut penser à long terme. Oui, les budgets, c'est un exercice annuel, mais toujours avec un cadre financier 5 ans et toujours dans une perspective 10 ans, 15 ans, 20 ans. Pour le bien du Québec, toujours pour instaurer ce climat de confiance qui favorise l'investissement, le travail, l'économie du Québec. Fermer l'écart de richesse avec l'Ontario, c'est extrêmement ambitieux ce qu'on veut faire. En 15 ans, nous voudrions fermer un retard historique qui a toujours été là, depuis que le Québec existe. On fait ça de 3 façons. D'abord, on investit dans les infrastructures publiques. On a un plan d'infrastructure au Québec qui est 1,5 fois, toute proportion gardée, celui de l'Ontario. Alors ça permet de donner des conditions pour favoriser l'investissement des entreprises, favoriser la productivité et l'innovation. Comment on fait pour favoriser la productivité et l'innovation des entreprises? D'abord, on donne des encouragements fiscaux avec l'amortissement accéléré, le crédit d'impôt à l'investissement. Ça réduit le taux effectif marginal sur les nouveaux investissements. Ensuite, avec la réforme d'Investissement Québec, on fait de l'aide directe, des prêts, des prises en participation. Mais on fait aussi du conseil. Alors, de l'aide fiscale, du conseil pour la transformation des entreprises, pour l'accès au marché extérieur, les exportations, la fiscalité, le conseil, l'aide directe. Avec ces 3 vecteurs-là, on veut augmenter l'investissement, l'innovation, la productivité des entreprises. Finalement, ça nous prend des travailleurs qui sont plus performants. Alors, on investit dans la qualification, la requalification des travailleurs. On encourage les diplômés à étudier dans des secteurs où il y a de la rareté de main-d'œuvre, avec les bourses perspectives pour les 3 secteurs publics où on a de la rareté de main-d'œuvre et les secteurs des sciences et technologies. On veut que la participation au marché du travail augmente. Alors, on a, par exemple, des crédits d'impôt pour les travailleurs expérimentés. On encourage les gens à étudier. On les encourage financièrement à se requalifier, à se former. Et on ajoute à ça l'immigration, parce que l'immigration a une contribution très positive à la société québécoise. Ça compense ou ça ajoute des travailleurs dans l'économie. Alors, immigration, formation, requalification, éducation, favoriser les études dans des secteurs de pointe où on a de la rareté de main-d'œuvre, des travailleurs, des investissements des entreprises, des infrastructures publiques. À ça, on ajoute un climat d'affaires positif. C'est-à-dire qu'on le dit, on le communique, on veut des entreprises innovantes qui grandissent, qui exportent. On en parle. C'est un objectif commun, fermer l'écart de richesse avec l'Ontario. La première chose que j'aimerais expliquer, c'est pourquoi on a de l'inflation. Alors, on a eu la pire récession depuis la Deuxième Guerre mondiale avec la pandémie. Et
toutes les économies ont rebondi l'année suivante, en 2021. On a vraiment eu une croissance synchronisée de l'économie mondiale en 2021. Alors, la demande était forte, mais la demande était concentrée sur les biens parce que c'était difficile de respecter les règles de distance sanitaire au niveau des services. Alors, nous avions une économie mondiale extrêmement forte dont la demande était concentrée sur seulement 60% de l'économie, les biens, parce que les services étaient restreints. Ça a amené l'inflation approximativement du 2% auquel nous sommes habitués, autour de 4 et 5%. Là, il est arrivé deux autres choses. Le variant Omicron était moins virulent, mais plus contagieux. Ça a retiré énormément de travailleurs de l'économie, notamment en Chine, qui ont une politique de tolérance zéro envers le virus, et les chaînes d'approvisionnement de l'Asie ont été grandement affectées par cette politique zéro en Chine. Et ça a amené l'inflation, qui était déjà élevée parce que la demande mondiale était forte, à un autre niveau, le variant Omicron. Ensuite, on a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, demande mondiale forte, plus le variant Omicron, plus l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a augmenté le prix des aliments, le prix des commodités alimentaires et le prix de l'énergie. Tout ça nous a amené où nous étions récemment à près de 8% d'inflation, un peu plus de 8% d'inflation au mois de juin au Québec et au Canada. C'est ça qui nous a amené à 8%. Et là, on prévoit que l'inflation va commencer une lente descente qui va prendre près de 2 ans pour passer de 8% en juin 2022 pour finir l'année 2023 autour de 3% et quelque part en 2024 atteindre la cible de 2%. Alors ça, c'est important de comprendre pourquoi l'inflation est si élevée. Nous venons de déposer un document budgétaire qui s'appelle le rapport préélectoral, qui donne l'état des finances publiques et de l'économie du Québec. Dans ce document, la prévision d'inflation pour 2022, en moyenne, l'inflation sera de 6,5% en 2022 au Québec. Or, notre régime fiscal était seulement indexé de 2,7%. Au Québec, il y a 6,8 millions d'adultes. Il y a 6,4 millions de Québécois qui gagnent moins de 100 000 $. Au budget, on a décidé de leur donner 500 $ pour compenser la hausse de l'inflation qui était imprévue. Alors, au budget, on a donné 500 $ à 6,4 millions de personnes. Ça a coûté 3,2 milliards. Là, l'inflation est encore plus élevée que nous avions prévu. On a révisé notre prévision d'inflation à 6,5 %. Puis là, on veut compenser les Québécois, les aider à faire face à la hausse du coût de la vie sur un panier de consommation de base qui correspond à peu près à 25 000 $ pour un adulte. Le logement, le vêtement, le transport, l'alimentation, ça, c'est un panier de consommation de base pour un adulte. On veut donner une compensation de 2% pour faire face à la hausse du coût de la vie, mais on a décidé de le moduler en fonction du revenu, c'est-à-dire qu'on va donner 600 $ à ceux qui gagnent moins de 50 000 et 400 $ à ceux qui gagnent plus de 50 000 et on s'arrête à 100 000. On vise 6,4 millions et puisqu'on va donner plus à ceux qui gagnent moins, ça va coûter cette fois 3,5 milliards pour aider 6,4 millions de Québécois. C'est une mesure qui est extrêmement importante, qui va aider immédiatement à faire face à la hausse du coût de la vie. Les biens de consommation de base, tout le monde est impacté par l'inflation. On va les aider directement maintenant avec cette prestation exceptionnelle, ce montant ponctuel de 600 $ pour ceux qui gagnent moins de 50 000 et de 400 $ pour ceux qui gagnent entre 50 000 et 100 000 $ par année. Pour lutter contre la hausse du coût de la vie, il faut augmenter le revenu disponible. C'est pour ça que, dès la première année d'un second mandat,
nous baisserions les taux d'imposition des 2 premiers taux de 1 %. Ça donnerait 300 $ par année pour quelqu'un qui gagne 50 000 $ et 800 $ par année pour quelqu'un qui gagne 100 000 $. Sur 10 ans, ça donnerait jusqu'à 700 $ de réduction par année du fardeau fiscal pour quelqu'un qui gagne 50 000 $ et près de 2 000 $ par année pour quelqu'un qui gagne 100 000 $. Nous n'avons pas l'économie la plus performante en économique du Nord. On veut changer ça. On est extrêmement ambitieux pour le Québec. Puis c'est pour ça que réduire le fardeau fiscal, c'est un des éléments qui va aider à stimuler l'économie, mais à long terme. Pourquoi il faut faire la réduction du fardeau fiscal à long terme? Bien parce qu'on a des responsabilités. Notre première responsabilité comme gouvernement, c'est financer les principales missions de l'État. Santé, éducation, enseignement supérieur, lutte au changement climatique. Ensuite, on a une loi qui nous oblige à revenir à l'équilibre budgétaire sur 5 ans. On a une autre loi qui nous impose de réduire le fardeau de la dette dans le temps. On a des obligations, on doit maintenir nos infrastructures, on doit construire de nouvelles infrastructures sur 10 ans. C'est pour ça que nous allons utiliser le Fonds des générations. L'objectif du Fonds des générations, c'est de réduire le poids de la dette. Mais on a fait des progrès importants au Québec et les contributions au Fonds des générations en 2026, nous avons prévu qu'elles vont atteindre jusqu'à 5 milliards de dollars. Alors nous, ce qu'on propose, c'est de maintenir les contributions au Fonds des générations. Le Fonds des générations, c'est exceptionnel. Ça nous a aidé à réduire le poids de la dette. Mais on va maintenir des contributions au Fonds de génération inférieures à 3 milliards de dollars par année et on va utiliser l'excédent des contributions au Fonds de génération qui était prévu pour financer la baisse d'impôts. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on veut faire la réduction du fardeau fiscal d'une manière ordonnée et responsable sur un horizon 10 ans, cohérent avec nos objectifs de retour à l'équilibre budgétaire, cohérent avec nos objectifs de réduction de dette, d'investissement dans les infrastructures. Ça va favoriser l'économie du Québec, ça va favoriser l'équité intergénérationnelle, ça va promouvoir le travail. C'est vraiment une mesure qui est très importante pour la santé économique du Québec. C'est ça qu'on veut accomplir. On veut stimuler l'offre de travail, stimuler la richesse avec la réduction du fardeau fiscal. En 2018, après l'élection, j'ai eu 6 semaines pour préparer la première mise à jour budgétaire d'un nouveau gouvernement caquiste. Le premier ministre m'a dit « Éric, en campagne électorale, les aînés m'ont dit qu'ils avaient de la misère à joindre les deux bouts. On a décidé de créer le crédit d'impôt pour aînés de plus de 70 ans à faible revenu. En 2022, voyant la hausse du coût de l'inflation, on l'a doublé à 400 $. Mais là, l'inflation continue d'être élevée. Les aînés n'ont pas la capacité d'augmenter leurs revenus, de travailler plus face à la hausse du coût de la vie. Et c'est pour ça que nous promettons aujourd'hui d'augmenter ce crédit d'impôt que nous avons créé en 2018 à 2 000 $ par année pour les aînés de plus de 70 ans à faible revenu. Ça, c'est plus d'1 million d'aînés. Et là, on a une situation particulière où si on ne fait rien, on pourrait avoir des tarifs des services de garde, les frais de scolarité, les tarifs d'Hydro-Québec, les droits d'immatriculation. On pourrait avoir des tarifs qui sont indexés en fonction de l'inflation. Alors nous, notre gouvernement, on s'engage à ce qu'aucun tarif ne soit augmenté de plus de 3 % dans un prochain mandat. Ça, c'est un engagement qui est extrêmement important. Bien, notre équipe, ça commence avec le premier ministre. C'est un entrepreneur, c'est un comptable, il est déterminé, il est ambitieux, il est exigeant. Nous voulons fermer l'écart de richesse avec l'Ontario sur un horizon de 15 ans. Nous voulons avoir un poids économique qui est plus important que notre poids démographique dans le Canada. Et on est plusieurs dans cette équipe-là. Il y a mon collègue Pierre Fitzgibbon. Il veut que les entreprises québécoises dominent, performent sur l'échiquier mondial. On veut des entreprises en croissance qui exportent, qui sont compétitives, productives, innovatrices.
Pierre est dédié au développement des entreprises québécoises. Il connaît les entreprises québécoises. La pandémie a montré que l'autonomie alimentaire, c'est extrêmement important. Puis, on a un ministre de l'Agriculture qui connaît son industrie, qui est dévoué au développement de l'agroalimentaire québécois. Et ça, c'est André Lamontagne. Sonia Lebel, c'est l'efficacité du gouvernement, la performance de nos programmes, la rigueur, l'intégrité. Sonia, c'est une collègue que j'adore. Lorsque j'ai un problème complexe, que j'ai besoin de discuter des idées, j'ai besoin de conseils, je me tourne souvent vers Sonia. Si je pouvais résumer ça en une phrase, nous voulons amener le Québec à un autre niveau.